Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Est-ce bientôt la fin du suspense ou, selon les points de vue, la fin du mauvais feuilleton sur le budget 2025 ? La dernière mouture est désormais sur la table et pour accélérer, François Bayrou vient d'annoncer qu'il va à son tour utiliser le 49.3. Au risque de tomber, parce que des deux côtés de l'échiquier, les oppositions sont en embuscade, chacune tenant entre ses mains plus ou moins l'avenir du gouvernement Bayrou. Invité de l'entretien de Dimanche en politique, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué du groupe Rassemblement à l'Assemblée nationale et député de la Somme. Alors c'est l'actualité politique de ce dimanche matin. Plus de mystère, François Bayrou va utiliser le 49.3 pour faire voter le budget 2025. Il l'annonce dans la tribune dimanche. Ça veut dire qu'il accélère. Il vous prend par surprise. Écoutez, oui et non. Je dois dire que je suis surpris. C'est vrai que M. Bayrou fasse les mêmes erreurs que M. Barnier, c'est-à-dire à la fois croire que cette commission mixte paritaire, qui ne réunit pas vraiment toute l'Assemblée selon les choix du peuple français, soit un moment historique qui serait solennel. Et surtout, les mauvais choix, c'est qu'en fait, il a fait les mêmes arbitrages que M. Barnier. Alors, vous l'avez dit, dans tout ce brouhaha médiatique autour du budget, il y a l'avis du Haut Conseil des finances publiques, qui est un avis de la Cour des comptes, plus ou moins, qui pourtant a révélé que, comme M. Barnier, M. Bayrou a choisi des impôts, des taxes, des contributions, c'est-à-dire que vous vous opposez. Et pas des économies, c'est-à-dire que l'avis dit que pour 1 euro d'économie, il y a 9 euros d'impôts en plus. Donc on voit bien qu'on est complètement dans le décor. Donc par rapport à ce qu'il faut faire. En clair, 49.3, en face, vous faites quoi ? Censure ? Et le groupe, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, prendra une décision entre sans doute lundi ou entre lundi et mercredi s'il y a le dépôt d'une motion de censure. Moi, j'estime aujourd'hui, avec un certain nombre d'analystes, que ce budget n'est pas possible pour la France, et qu'il est pire qu'un contre-budget, qu'il est pire en fait qu'une absence de budget. Donc moi, l'analyse que je fais en tant que membre de la Commission des finances, c'est que c'est un très mauvais budget pour la France, et je dirais à mes collègues Marine Le Pen et à Jordan Bardella que pour moi, ce budget est très mauvais. Ils prendront ensuite une décision. Et donc pour vous, personnellement, il faut censurer ? Moi, je pense qu'il faudrait bloquer ce mauvais budget. Mais censurer ? Oui, mais moi, si vous voulez, je ne confonds pas. Très clairement, est-ce que ça veut dire censurer ? Bloquer le budget, oui, ce serait évidemment... Vous êtes pour la censure ? Je pense que ce mauvais budget, notamment un certain nombre de dispositions très graves sur l'électricité, sur la fixation du prix de l'électricité. Les Français sont quand même familiers avec la crise énergétique qu'ils ont vécue, des conséquences, des mauvaises règles de libéralisation du marché européen de l'électricité. Eh bien, à l'article 4, au lieu de corriger ces règles, comme l'avait promis Gabriel Attal, Emmanuel Macron, François Bayrou, Édouard Philippe, toute la clique macroniste, ils aggravent la situation et ils mettent au pot commun de l'Europe nos centrales nucléaires. C'est l'équivalent, si vous voulez, c'est comme si l'Arabie Saoudite... C'est comme si l'Arabie Saoudite perdait le contrôle de ses puits de pétrole. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes monsieur budget du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Vous étiez à la commission mixte paritaire tous ces derniers jours. Donc pour vous, à l'heure qu'il est, clairement, votre position, c'est quoi ? Si M. Bayrou ne prend pas un certain nombre de mesures par amendement, je pense effectivement que nous devons nous associer à une motion de censure. Mais c'est ma position, c'est mon analyse personnelle. Moi, je fais partie d'un collectif, je fais partie d'un groupe, et je ne confonds pas comme d'autres mon avis et celle que prendra évidemment avec sagesse Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ça veut dire quoi ? Ça tiraille dans le groupe ? Ça tiraille dans le groupe ? Il y a deux tendances. Non, ça tiraille pas. Non, mais ça tiraille pas, si vous voulez. Mais une position politique, c'est un équilibre général entre les impératifs du budget, mais aussi d'autres obligations politiques, la politique migratoire, la politique de sécurité, l'équilibre général de la France. Est-ce que mes collègues Marine Le Pen et Jordan Bardella estimeront que l'intérêt de la France, c'est aussi d'avoir un budget malgré les défauts énormes? C'est eux, souverainement, qui décideront. Et il n'y aura qu'une seule ligne au RN. Bien sûr qu'il n'y aura qu'une seule ligne au RN. Il n'y aura pas des gens qui votent pour la censure. Non, mais nous, on est un parti sérieux. Donc il n'y a qu'une seule ligne. On a des chefs, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, on propose des analyses au cours du budget. Évidemment, de toute façon, c'est public. Donc les positions que les commissaires aux finances prennent au cours des discussions et dans la CMP, elles sont publiques. Donc ça ne sert à rien que je dise des choses différentes sur les plateaux que ce que je dis à la Commission ou ce que je dis à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Mais mon avis n'est qu'un parmi 140 députés. Mais il n'y aura qu'une seule ligne au RN. Exactement, un avis par rapport à l'analyse globale de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je vais être très clair là-dessus. Alors le budget qui va être proposé est celui qui est sorti de la commission mixte paritaire cette semaine, je le disais, qui ne vous convient pas. On revoit les grandes lignes en résumé pour que ce soit bien clair. Le PS a obtenu le maintien de 4000 postes d'enseignants. Mais les débats se sont tendus sur l'aide médicale d'État, 1,2 milliard. Elle permet aux étrangers sans papier d'être soignés gratuitement. Les Républicains voulaient beaucoup la réduire. Les socialistes ont obtenu une baisse plus modérée.
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous en sommes satisfaits? Non, nous n'en sommes pas satisfaits. Est-ce que nous serons vigilants dans l'exécution de la loi de finances et que aucun étranger qui a droit à l'AME n'en soit privé? Bien sûr que nous le serons. Tollé de la France insoumise qui défend l'AME et colère du RN qui veut la supprimer. Le Rassemblement national dénonce aussi la réforme des revenus d'EDF issus du nucléaire. Il prédit une hausse des tarifs. Le RN fustige le texte final, conclu entre bloc central, républicain et socialiste. On est vraiment dans la cogestion pathétique du parti unique. Toujours plus d'impôts, toujours moins de services publics. Autre controverse, la contribution sur les grandes entreprises, 8 milliards, critiquée par le patron de LVMH. Finalement, elle est actée sur un an seulement, 2025 et pas 2026, idem pour la taxe sur les plus hauts revenus. Un budget 2025 qui doit lundi passer l'épreuve de l'hémicycle. Le gouvernement devrait déclencher le 49.3 qui pourrait entraîner une censure. Ni le RN ni le PS n'ont indiqué s'ils la voteraient. Et vous avez dit, Jean-Philippe Tanguy, qu'à titre personnel, vous seriez pour une motion de censure, pour le vote d'une motion de censure. Mais la question est-ce que ce serait une motion de censure du RN ou n'importe laquelle? Non, mais ce sera n'importe laquelle, parce que ce qui compte... Même celle de la France insoumise. Si le cas échéant, si cette décision est prise, c'est l'efficacité qui compte. On n'a jamais été dans le sectarisme. La France insoumise va déposer une motion a plusieurs fois fait planter un certain nombre d'avancées très importantes pour les Françaises et les Français. Je rappelle que c'est le sectarisme de la gauche qui a empêché que le RN fasse passer le retour de la réforme des retraites à 62 ans. Moi, je voudrais quand même revenir sur les soi-disant acquis du Parti socialiste. Tout ça est pipeau. C'est quand même une vaste opération d'escroquerie politique. On parle de par exemple, les enseignants, le maintien des enseignants. On l'a voté, nous aussi, au Rassemblement national, on l'avait demandé. C'est 50 millions d'euros. Bon, 50 millions d'euros sur plus de 1000 milliards, plus de 1200 milliards même de dépenses publiques, c'est peanuts, c'est rien. Donc en fait, ils font croire qu'ils ont obtenu quelque chose, alors qu'en fait, la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est 3 milliards de chèques, personne ne le dit à part le Rassemblement national, pour leurs amis des régions, des métropoles, des syndicats des transports. Tout ça va être payé par les métropoles et par les contribuables français. Et en fait, avec le Parti socialiste, les travailleurs français ont le droit uniquement de payer pour les migrants et pour les politiciens. Alors, sauf que et pour préparer la campagne municipale de Madame Hidalgo et des autres losers du Parti socialiste. Aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, c'est eux qui ont la clé, comme dit François Hollande. Parce que si les socialistes ne votent pas la motion de censure, elle ne passe pas. Oui, alors c'est un peu différent de ça. Vous leur donnez la clé, vous leur donnez le point. Non, mais on leur donne pas la clé. Je veux dire, s'ils veulent trahir les Françaises et les Français, trahir leur programme électoral, ça les regarde, parce que ils avaient dit tout et le contraire de tout, mais enfin que les socialistes en a l'habitude, surtout qu'on fait réélire François Hollande. Je voudrais quand même aussi signaler le ridicule de M. Mélenchon, qui passe sa vie à se faire passer pour un grand stratège pour le génie des Carpates, et qui a réussi à faire réélire son pire ennemi, François Hollande, qu'il a trahi en 1980, en 1990, en 2000, 2010, 2020. Donc M. Mélenchon et François Hollande, avec les socialistes, c'est 50 ans de vie politique pour rien, et 50 ans de trahison perpétuelle. Et parlons quand même des pauvres républicains, qui se sont fait humilier. Moi, j'avais même de la peine pour eux, sincèrement, parce que, moi, je viens historiquement de l'UMP avec M. Dupont-Aignan, c'est pathétique, quoi. Donc, ils se sont vendus, pieds et mains liés pour rien. Ils n'ont même pas obtenu 200 pauvres millions d'euros sur l'aide médicale. Donc, ils devraient censurer s'ils étaient cohérents, si on bien vous sûr entend. qu'ils devraient censurer, mais ça fait longtemps qu'ils sont plus cohérents. Mais ça fait longtemps qu'ils sont plus cohérents, parce que les Républicains, Mme Genevard, M. Wauquiez, M. Retailleau, ils préfèrent une voiture avec chauffeur plutôt que de défendre l'intérêt des Français. Donc on voit à quel prix sont les Républicains, c'est pas cher, c'est les soldes permanentes, et au final, tout devra disparaître pour le gaullisme des Républicains, aucun intérêt national, aucun enjeu, mais vraiment, mais vous vous rendez compte, les Français doivent faire des efforts et il n'y aura rien sur l'immigration. Donc en fait, c'est un budget où tout le monde doit se serrer la ceinture, sauf les politiciens, sauf les migrants, sauf l'Union européenne, sauf la bureaucratie. On y vient, Jean-Philippe Tanguy, parce que le RN est en campagne permanente, c'est la stratégie de Jordan Bardella, le patron du parti. Et hier, il tenait meeting à Montélimar, dans la Drôme. Les questions de budget n'ont pas été centrales dans son discours. Mais une nouvelle fois, l'immigration, après les propos de François Bayrou sur le sentiment des Français d'être face à une submersion migratoire. Jordan Bardella a réclamé à nouveau un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est la priorité aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est une priorité. Bien sûr, Jordan Bardella a raison, parce que c'est le cadre de toute la politique française, c'est la souveraineté nationale. Si nous ne reprenons pas le contrôle de nos frontières avec l'outil constitutionnel, l'Union européenne et les juges continueront à faire le contraire de ce que veulent une très large majorité de Françaises et Français, y compris d'ailleurs des Françaises et Français qui votent à gauche, et on ne pourra pas aussi faire des économies. Parce que nous, on a chiffré au minimum que la submersion migratoire, le fait qu'on donne les mêmes droits
aux clandestins qu'aux Français, par contre, sauf le droit de payer des impôts, évidemment, ça coûte 15 milliards d'euros. Donc voilà qu'on commence à faire 100 des économies. 100 millions de moins pour l'aide médicale d'État que dans le prochain budget. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une manipulation comptable. C'est un gel. Moi, si vous voulez, j'ai pris en photo, de toute façon, parce qu'on ne me l'a pas donné, l'amendement de la Macronie auquel s'est soumis les Républicains. C'est un gel des crédits. On dit c'est moins 100 millions d'euros par rapport à un budget qui n'a jamais existé. Bah moi, je peux vous mettre plus 80 milliards sur un bout de papier et après vous dire j'ai fait 80 milliards d'économies, mais en fait, au final, ce sera zéro. Et les Français aussi ont besoin quand même, je pense, d'un langage de vérité et qu'on arrête de les prendre sans cesse pour des imbéciles en présentant des vessies pour des lanternes. Il y a 0 € d'économie sur l'immigration. C'est toujours plus d'argent pour les migrants, y compris pour les clandestins, qui, rappelons-les, sont des délinquants. On va accueillir, pas toujours, si, tous les clandestins ne sont pas des délinquants. Si, ils sont rentrés ou ils se maintiennent sur le territoire contre la loi. On va accueillir Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, qui est avec nous pour sa carte blanche aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. La stratégie du RN. Oui, bonjour Jean-Philippe Tanguy. On a un peu de mal à définir cette stratégie. Marine Le Pen dit qu'elle n'a rien contre François Bayrou. Et d'ailleurs, vous n'avez pas voté la censure des Insoumis lorsqu'il a fait sa déclaration de politique générale. Et là, vous laissez entendre qu'on pourrait censurer. Et peut-être que derrière, vous n'allez pas le censurer. On ne comprend pas. Ça fait un peu zigzag. Mais c'est pas je comprends votre question. D'ailleurs, je vous remercie de pouvoir préciser cette position. Marine Le Pen et Jordan Bardella dirigent notre famille politique. Ils la dirigent avec une vue d'ensemble sur tous les enjeux de la nation, sur la diplomatie, par exemple, sur la situation de Mayotte, qui traverse une crise très grave, évidemment, la censure. Avec ce que vous avez dit sur ce budget, et moi, si vous ne votez pas la censure, vous allez passer pour peut-être des gens qui disent des choses et qui ne les font pas. Non, pas du tout. Je fais une analyse sur ma spécialité. Je n'ai jamais dit que parce que je faisais cette analyse, j'engageais le groupe. Je fais une analyse avec bonne foi. Et comme je suis de bonne foi, mais Marine Le Pen devrait vous suivre, vu que vous êtes de bonne foi et que vous êtes un spécialiste. Marine Le Pen ou Jordan Bardella n'ont pas à me suivre, moi, ou à suivre un autre député. C'est à vous de les suivre. C'est à nous, évidemment, de les suivre et faire confiance à leur jugement. Moi, je propose une analyse avec... moi, je pense que ça doit conduire à une censure, mais je ne suis pas le centre du monde, voilà, contrairement à d'autres. Je sais que tous les politiciens et toutes les politiciennes français se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Moi, je reste à ma place, avec honnêteté. C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui vont décider. Et les autres députés. Et Marine Le Pen a dit que Emmanuel Macron devait s'en aller, tout comme Jordan Bardella, mais pourtant vous n'appuyez pas sur le bouton. Par exemple, vous n'avez pas signé non plus la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite tout ça? Mais non, parce que c'est grotesque la destitution. Voilà. C'est-à-dire que M. Mélenchon, qui a toujours été la roue de secours de M. Macron, tous les Françaises et les Français savent que c'est lui qui l'a fait voter. Donc il s'agite. Non mais j'explique. Donc il en fait des tonnes pour faire oublier que M. Macron et ses députés se maintiennent grâce aux Insoumis. Donc les Françaises et les Français, moi je pense, ne sont pas dupes de ce genre de manipulation. Comment on fait pour faire partir Emmanuel Macron? Parce que vous dites que vous avez envie qu'il parte. Mais c'est le rapport de force politique. Il a perdu les élections. Même les grands patrons qui ont quand même fait largement son élection en 2017 sont en train de le lâcher parce qu'il nous a ruiné, que le Mozart de la finance finit en requiem. Et je pense que la situation politique, s'il était démocrate, le pousserait à cela, mais c'est pas en faisant croire. C'est pas en faisant croire que M. Macron est un traître à la nation, qui doit être destitué, comme s'il avait... un petit peu aussi, je reprends ce terme d'hypocrisie, on a l'impression que vous laissez LFI être les exécuteurs des basses œuvres, ils proposent la destitution, vous ne la votez pas, ils proposent la censure. Alors là, peut-être vous allez la voter. Est-ce que pour gardez-vous votre respectabilité chèrement acquise? Mais moi, je veux pas faire des basses œuvres, c'est pas... l'objectif de Marine Le Pen. Effectivement, on laisse à M. Mélenchon l'agitation, les pignoufries, ne pas respecter les morts, insulter tout le monde, faire alliance avec les islamistes et les dealers. Effectivement, on laisse ça aux Insoumis, on ne veut pas s'y mêler. Ça, je vous confirme. Mais néanmoins, vous voterez peut-être la censure lundi. Oui, parce que la censure est un objectif d'intérêt général si le groupe estime... Y compris une censure et les filles, vous avez dit. Oui, mais parce que ça, c'est du cinéma. Voilà. Mais juste une petite chose, vous disiez qu'il y a débat dans le groupe. Est-ce qu'il peut y avoir un vote interne dans le groupe RN pour Non, prendre pas une du décision? tout. Mais nous, si vous voulez, on fait confiance à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. On a une unité de commandement, si je peux dire. C'est pour ça que nous sommes si efficaces et que surtout, les Françaises et les Français, en tout cas ceux qui votent pour nous reconnaissent une cohérence et une seule ligne. Merci Laurence. On va faire un détour par les inondations qui touchent la Bretagne jusque dans la Somme, votre département. Le pic de crue a été atteint en Ille-et-Vilaine. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est allé sur place hier. Il a annoncé le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle en demandant aux assureurs d'accélérer le dispositif. Les dégâts risquent de coûter très cher. On sait que les assurances parfois se font tirer l'oreille et les tarifs d'assurance augmentent. Vous qui défendez le pouvoir d'achat des Français, c'est votre truc, j'allais dire, on vous entend pas sur les assurances. Pour vous, il n'y a pas de souci avec les assurances? Si, sincèrement, je prends souvent la parole en commission financière
Finances avec mes collègues sur les assurances. On pose pas la question en public alors. Non, mais c'est la commission qui gère les assurances, c'est pour ça que je le dis. Et effectivement, on a une position très forte, que les assureurs doivent exercer leur mission et que l'État est très faible face aux forces de l'argent, parce que les assureurs, n'oublions pas, c'est pas l'assureur du coin qui n'y est pour rien, évidemment, dans son cabinet de proximité. On parle des dirigeants, de gens qui ont beaucoup de moyens sur les marchés et qui veulent toujours, en fait, c'est toujours pareil, mutualiser les pertes, privatiser les profits. Ça, c'est les assureurs, c'est la finance. Donc, s'il n'y a pas une forte autorité de l'État, ils ne remplissent pas leur mission. Alors là, c'est au nom du climat, mais en fait, c'est juste au nom de l'argent qu'ils abandonnent les gens, malheureusement. Une dernière question qui vous concerne en tant que député, parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a des travaux en ce moment sur les toits de l'Assemblée nationale. Il y a des couvreurs, des zingueurs, des électriciens aussi, qui ont l'habitude de prendre leur café. Il y a aussi des inondations à l'Assemblée. Oui, qui ont l'habitude de prendre leur café à la machine à café et ils croisent des députés. Et d'après nos confrères du journal du dimanche, certains, on leur a dit de ne pas venir à la machine à café au milieu des députés. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit que c'est faux et qu'aucun ordre n'a été donné dans ce sens. Est-ce que d'abord vous pensez que c'est possible ? Et si oui, qu'est-ce que vous demandez à la présidente de l'Assemblée nationale ? Je crains que ce soit possible parce que j'entends dans les couloirs ce genre de commentaires, ce mépris de classe permanent. De la part de qui ? De députés, de tout bord, sauf le Rassemblement national, il faut bien le dire. Et voilà, c'est un peu triste parce que l'Assemblée nationale, c'est le palais du peuple, c'est la maison du peuple, il appartient à tout le monde. Et je pense que si les députés ne veulent pas croiser les ouvriers et artisans, je leur propose de faire les travaux eux-mêmes. Non mais juste, que demandez-vous à la présidente de l'Assemblée ? Elle doit mener une enquête ? J'espère que c'est faux, mener une enquête sans doute, parce que ça va choquer, je pense, les Françaises et les Français, et ils ont raison d'être choqués, et de savoir ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être député, c'est un privilège. Non, être député, c'est être comme tout le monde avec des devoirs. Et arrêter de se prendre pour des petits marquis et de toujours vouloir se gaver sur le dos des autres. C'est pas le genre de la maison. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info ou la plateforme France TV. Dimanche en Politique se poursuit. Rebonjour, Dimanche en Politique suite. Tous les sujets auxquels les précédents gouvernements ont été confrontés sont toujours là. Le chômage qui augmente, le pouvoir d'achat, l'immigration, avec en plus une situation politique incertaine, un budget toujours pas voté. François Bayrou ressort le 49.3. Il s'est fixé plusieurs priorités, dont la sécurité, la justice, l'école, la santé et les Outre-mer. Invité de Dimanche en Politique, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Ministre d'État, numéro 3 dans le gouvernement, et ancien Premier ministre vous-même, sous François Hollande. Après 484 jours de détention à Gaza, 3 Israéliens ont été libérés hier. Parmi les otages libérés, le franco-israélien Ofer Calderon, une annonce saluée par des cris de joie à Tel Aviv, mais aussi de l'angoisse pour ceux qui ont toujours un proche ou un membre de leur famille dans les mains du Hamas. En contrepartie, Israël a libéré 183 Palestiniens détenus dans une prison militaire, certains condamnés par la justice, d'autres qui avaient été arrêtés par l'armée israélienne après l'attaque du 7 octobre. La France, Manuel Valls, a salué la libération d'Ofer Calderon en soulignant qu'il y avait toujours un franco-israélien dans les mains du Hamas, Ohad Ahalomi. La France met tout en œuvre pour obtenir la libération de son dernier ressortissant, a rappelé Emmanuel Macron. C'est un rappel important. Mais est-ce que la voix de la France est entendue en Israël ? Je le crois. D'abord parce qu'il y a des dizaines de milliers de francophones dans ce pays, et parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'elle dialogue avec l'ensemble des acteurs, et le président de la République s'entretient évidemment régulièrement avec le Premier ministre d'Israël. Donc vous êtes optimiste, si on peut dire, sur la libération du dernier otage franco-israélien ? Je l'espère. Je suis lucide tout de même sur la situation qu'ont vécu ces otages depuis plus d'1 an et demi. Je rappelle qu'il y a 40 de nos compatriotes, des franco-israéliens, qui ont été tués, assassinés, et qu'il y a en plus une forme d'indécence. Nous voyons bien dans les images où on impose à ceux qui sont libérés de participer à une espèce de mascarade, de théâtre qu'organise le Hamas. Mais espérons, parce qu'il faut penser à la souffrance de toutes ces familles qui ont vécu l'horreur depuis des mois. Il y a quelques mois, vous aviez eu des mots durs quand Emmanuel Macron avait réclamé un cessez-le-feu, par exemple, ou qu'il avait refusé la vente d'armes à Israël, ou dit qu'il fallait rappeler à Benjamin Netanyahou que si Israël existait, c'était grâce à une délibération de l'ONU. C'est du passé ? Il y a eu un changement chez Emmanuel Macron ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne change en rien mes convictions, bien évidemment. Mais nous sommes dans un moment du basculement. Vous savez, le 7 octobre 2023 a représenté un basculement dans la région. On voit ce qui s'est passé depuis. Le Hezbollah a été terriblement affaibli, heureusement, au Liban. L'Iran aussi, le régime de Bachar est tombé. Il y a ces libérations. Donc, l'élection de Trump aussi. Donc,
On voit bien qu'il faut être présent là-bas, c'est le rôle de la France. Penser à ce que peuvent être demain la poursuite des accords d'Abraham, c'est-à-dire un accord entre Israël et l'Arabie saoudite. Est-ce que la paix demain, notamment avec une solution pour les Palestiniens, peut être réalisée? Il faut moins penser au passé et à l'avenir, mais moi je change aucune de mes convictions, et notamment... Et vous ne retirez rien de ce que vous avez dit dans le passé? Non, parce que je pense que nous avons un lien très fort avec Israël, que c'est la seule démocratie du monde, qu'il y a une vague d'antisémitisme qui a gagné la planète et qu'il faut combattre. Donc mes convictions républicaines, la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, ça ne changera jamais. À ce propos, votre collègue du gouvernement, Aurore Berger, défend l'idée de revoir la loi sur l'antisémitisme en France pour ajouter à la définition de l'antisémitisme l'antisionisme, voire la remise en cause de l'État d'Israël. Y êtes-vous favorable? Oui, parce que aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est la meilleure définition, ou la plus terrible, c'est de rappeler que c'est la haine des Juifs et d'Israël, et que l'antisionisme, comme l'avait dit le grand philosophe français Vladimir Yankelevitch en 1967, l'antisionisme, c'est la meilleure manière d'être aujourd'hui, de manière polie, moderne, démocratique, je mets des guillemets, antisémite. Donc oui, il faut combattre l'antisionisme et la haine. Je ne sais pas s'il faut changer la loi, je laisse ma collègue Aurore Berger, si elle veut le faire, mais en tout cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous savez, moi, je pense que, notamment pour rapprocher les Français des responsables politiques, il faut parler vrai, il faut parler clair. Vous étiez à Mayotte cette semaine, 1 mois et demi après la tempête Chido qui a laissé des traces sur l'archipel. Elle a aussi laissé des traces dans le débat politique entre droit du sol et submersion migratoire. J'ai posé la question à Mémis quand il va réparer Mayotte. Il a dit dans quelques jours, Mayotte va bien réparer comment il était. Si, on a rénové l'année dernière, plus de 3. Les bâches sont posées depuis hier. C'est impressionnant. Hein. Nous revenons de très loin, après le cyclone et la tempête tropicale. Le chiffre qu'il soit au-dessus ou en dessous du milliard, sera sans doute au-dessus. Mais on a besoin d'avoir une évaluation. Quand un établissement n'a pas d'eau, qui accueille surtout des enfants de bas âge de 6 à 12 ans, on ne peut pas accueillir ces enfants-là en disant « Ok, vous pouvez entrer ». Parce que ces enfants, dès qu'ils arrivent le matin, ils veulent d'abord aller aux toilettes. Madame, pourquoi tout le temps on coupe l'eau à Mayotte? À l'heure d'aujourd'hui, on ne va toujours pas accueillir les élèves parce que les conditions ne sont pas... Évidemment, la rentrée, elle ne se fait pas dans des conditions optimales, mais que c'était un point très positif qu'elle puisse avoir lieu. Les deux premiers ministres ont été parfaitement à notre écoute, ont pris conscience de l'ampleur des dégâts. Où sont les milliards nécessaires pour Mayotte? L'État compte sur l'Europe pour financer la reconstruction de Mayotte. Quand on connaît la très mauvaise, sinon catastrophique gestion des fonds européens à Mayotte par les services de l'État, on peut être inquiet. Submersion, ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde, un mot qui blesse autant qu'il ment. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Manuel Valls, François Bayrou qui parle de submersion migratoire, applaudi par les députés du Rassemblement national. Ça vous a choqué? Ça, c'est le débat politique, c'est le théâtre politique, Francis Letellier. Mais applaudi par les députés du Rassemblement national. Oui, mais vous avez tout dit là dans ce reportage sur la tenue du débat. Vous savez, c'était rappelé, j'étais Premier ministre, j'étais ministre de l'Intérieur. J'ai une carrière politique derrière moi. Et aujourd'hui, j'assume des responsabilités. Et dans ces responsabilités, qui sont une mission pour les Outre-mer, qui sont confrontés à des questions économiques, sociales majeures, qui font face aux problématiques d'immigration, de narcotrafic, d'insécurité, de vie chère, bien évidemment, avec deux urgences, vous l'avez évoqué, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Moi, je veux me concentrer, il faut que vous le compreniez, je veux me concentrer sur cette mission et sur la reconstruction de Mayotte. Mais pour reconstruire Mayotte, et je vous réponds, il faut évidemment traiter de la question de l'immigration irrégulière. Donc la submersion migratoire à Mayotte, pour vous, c'est une réalité? Il y a entre 350 000 et 500 000 habitants à Mayotte. Je pense, on est plus près des 500 000, mais je ne rentre pas dans ces débats avec l'INSEE. La moitié de la population, ça c'est acté par l'INSEE, est étrangère. Et dans cette partie de la population issue de l'immigration, essentiellement des Comores, il y a en effet beaucoup d'irréguliers. Donc, si on, à travers ces chiffres, si on ne constate pas, je ne rentre pas dans le débat des mots. Vous ne voulez pas utiliser le mot submersion? Mais c'est ce que...
Mais là-bas, rien n'est possible à Mayotte. Non, mais vous l'utilisez pas, ce mot. Submersion migratoire. Non, mais parce qu'à Mayotte, c'est cette réalité que vivent les gens. Oui, mais comment vous la définiriez alors? Écoutez, je vous laisse le dire. Le Premier ministre, il dit submersion migratoire. Mais c'est ce que disent les Mahorais. C'est ce que disent les habitants de Mayotte. C'est ce que disent nos compatriotes mahorais. Que rien n'est possible demain pour Mayotte si on n'arrête pas les flux migratoires. Sinon, rien n'est possible. On doit reconstruire des écoles. Et encore davantage demain si l'immigration arrive. Donc on ne pourra pas demain construire dans de bonnes conditions. Alors justement, Bruno Retailleau a relancé le débat sur le droit du sol à Mayotte, qui est déjà différent de l'ensemble du territoire français, et pour empêcher l'immigration clandestine venue des Comores que vous décriviez. Vous soutenez cette idée? Là aussi, il faudra une majorité pour faire passer ça. Oui, je ne sais pas si elle est possible. Avec le RN, elle est possible. Il y a sans doute un certain nombre de questions juridiques. Il s'agit là de restreindre le droit du sol. Aujourd'hui, c'est pour un des parents et à condition qu'il soit là depuis 3 mois. Quand vous dites que c'est pas possible, c'est à cause d'un problème constitutionnel? Il peut y avoir des problèmes juridiques et constitutionnels, il peut y avoir des problèmes de majorité. Donc on le verra jeudi prochain. Sauf si le RN vote pour. C'est pour. le débat. Chacun est libre, encore une fois, à l'Assemblée nationale, de voter pour et contre. Alors il va y avoir une étape. C'est que les Républicains, là, dans les jours qui viennent, vont proposer une proposition de loi pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Alors, pour faire très rapidement, depuis 2018, les enfants qui sont nés sur l'archipel, il faut que l'un des parents soit en situation régulière depuis 3 mois. La droite veut que cette condition s'applique aux 2 parents et en situation régulière depuis 1 an. Est-ce que vous soutiendrez? Mais je l'ai déjà dit, j'y suis favorable. La présidente de l'Assemblée nationale l'est également. Le gouvernement soutient ce texte, oui, bien sûr. C'est une première étape vers la redéfinition du droit du sol à Mayotte. La redéfinition du droit du sol, c'est un sujet national. J'ai déjà dit que je n'étais pas favorable à la remise en cause du droit du sol au plan national. C'est une question de principe. Donc, en d'autres termes, les Outre-mer ne serviront pas de laboratoire de ce point de vue. Et les Outre-mer font face à des défis particuliers. On doit être capable aussi d'adapter, pas seulement dans ce domaine, la loi, mais on doit être capable. Mais il n'y a pas de solution magique. Pour lutter contre l'immigration irrégulière, et notamment à Mayotte, il faut d'abord redéfinir un rapport de force avec les Comores. Il faut que ce gouvernement change d'attitude vis-à-vis de la France et donc vis-à-vis de Mayotte. Ça, c'est le premier sujet. 2, il faut une politique de détection et d'empêchement des kwassa-kwassa, de ces pirogues, de ces bateaux qui arrivent sur Mayotte. Sur place, j'ai constaté que nous étions en train de restaurer tous les radars, notamment, qui permettent aux militaires de la gendarmerie, qui permettent aux policiers d'intervenir. C'est essentiel, notamment pour refluer cette immigration. Et troisièmement, il faut procéder à l'expulsion et arriver aux chiffres que nous nous sommes donnés, autour de 35 000, 45 000 personnes qu'il faut expulser tous les ans de Mayotte. C'est une politique d'ensemble qui sera efficace. Et parmi ces mesures, il peut y avoir en effet aussi cette restriction du droit du sol. Mais ce n'est pas ce sujet-là, un seul de ces sujets-là, qui réglera ce fléau, cette nécrose qui est en train d'étouffer, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Mayotte et nos compatriotes mahorais. Il faut reconstruire Mayotte après le passage de Chido. Vous avez évalué à 1 milliard, au moins, le coût de la reconstruction. Vous avez entendu Estelle Youssouffa, députée de Mayotte, qui disait tout à l'heure ça va coûter des milliards. Donc elle n'est pas tout à fait sur les mêmes... Non, mais je vais rectifier et je vais dire clairement les choses. Nous avons missionné il y a déjà quelques semaines une mission de l'inspection de l'État, finances, affaires sociales, administration. Je ne rentre pas dans le détail. Ils ont fait un travail tout à fait remarquable, sur place, en lien avec le préfet, en lien avec les administrations, en lien avec les élus. Ils nous donneront un certain nombre d'éléments la semaine prochaine. Mais je pense qu'on est autour, quand on va sommer l'ensemble, l'habitat, les bâtiments publics, l'agriculture, l'économie, etc., on sera sans doute autour de 3 milliards et demi du coût de la destruction. Du coût de la destruction. Du coût de la destruction. Donc ça veut dire que la reconstruction, ça va coûter encore plus cher. On verra sur plusieurs années. En tout cas, au moins 3 milliards, 3 milliards et demi. Il va y avoir l'engagement de l'État sur plusieurs années, des fonds européens, qui, contrairement à ce que dit d'ailleurs Estelle Youssouffa, marchent plutôt bien à Mayotte, mais qu'il faut totalement mobiliser. Les assurances que vous avez évoquées il y a un instant, bien sûr. Oui, mais tout ça, c'est un ensemble, le rôle de l'Agence française de développement. Donc oui, ça va coûter très cher et nous le devons à nos compatriotes mahorais qui font preuve d'une très grande résilience, d'un très grand courage, d'une très grande solidarité. Nous leur devons, parce que là, grâce à ce que nous sommes en train de faire
Nous sommes en train de rétablir l'urgence vitale, mais nous revenons à la situation d'avant le cyclone, qui n'était déjà pas très facile pour Mayotte. Donc l'effort vis-à-vis de compatriotes ultramarins qui sont profondément attachés à la France sera au rendez-vous. Il n'y aura pas d'économie budgétaire sur l'outre-mer et sur Mayotte? Non, au contraire, mon budget est l'un des rares. Je remercie le Premier ministre en augmentation, c'est 3,5 milliards, en augmentation de 11% par rapport à 2024, mais c'est en tout 25 milliards de l'État qui sont mobilisés pour les Outre-mer, pour les ultramarins. Mais ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que la facture de la destruction est déjà de 3 à 3 milliards et demi. Donc le milliard que vous évoquez de reconstruction est largement dépassé. Oui, j'évoquais dans l'interview là sur place tout ce qui concerne les destructions des bâtiments publics, mais évidemment il y a l'habitat, il y a l'économie, il y a les filières agricoles que j'ai. Sera au-delà du milliard. Les filières agricoles, j'ai annoncé, et c'est dans la loi de finances, si elle est adoptée, devrait bénéficier d'un soutien de 15 millions. Donc nous sommes en train de nous mobiliser, d'où la présence. C'est pas uniquement symbolique. Et de vous préparer à dépasser l'enveloppe d'1 milliard. Mais si je comprends. Elle sera très largement dépassée et sur, sans doute, plusieurs années, bien sûr. La politique est pleine de rebondissements. Vous le savez, une vie politique aussi. À la table d'Emmanuel Macron, en ce début d'année 2025, un convive écoute sagement son Premier ministre François Bayrou. Manuel Valls est de retour. Le choc total. Je ne sais pas comment il a débarqué là, ça faisait des mois qu'on ne l'avait pas vu. Sur le marché d'Evry, son ancien fief électoral, on lui accorde le bénéfice du doute. Je ne sais pas si, en Outre-mer, s'il connaît vraiment la politique pour faire quelque chose, quoi. Bon, peut-être qu'il va apprendre. Le Premier ministre a souhaité que le ministère des Outre-mer soit un ministre d'État, incarné par un ancien Premier ministre. Je ne sais pas si c'est un plus, mais en tout cas, ça m'oblige. Et cela nous oblige à regarder dans le rétroviseur, celui d'un quinquennat Hollande qui s'effiloche, où Manuel Valls, Premier ministre, est le témoin courroucé de l'appétit d'Emmanuel Macron qui prépare la présidentielle, mais obligé de le défendre face aux oppositions. Que nous apprenons par la presse, le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds pour, semble-t-il, son micro-parti En Marche. Il n'y a eu aucune levée de fonds particulière pour je ne sais quelle association. Et ce que je souhaite, et ce que nous souhaitons tous, et c'est le cas, c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches. On connaît la suite. Emmanuel Macron prendra la direction du pays. Manuel Valls, simple passager, ira tenter sa chance dans sa ville natale. Oui, Oui, je veux être le prochain maire de Barcelone. Il ne sera pas maire de Barcelone et pas davantage député macroniste des Français de l'étranger. Peut-être trop de revirements dans un parcours. J'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Le voilà parisien, estampillé ancien Premier ministre au sein d'un gouvernement qui cherchait des poids lourds et à jamais fidèle à sa définition de la politique. On dit que la politique, c'est le prolongement de la guerre. De manière pacifique, mais parfois avec les mêmes méthodes. Il faut la ruse, la défense. Moi, je suis plutôt à l'offensive. À l'offensive, Manuel Valls. Alors, il y a votre collègue Elisabeth Borne, ancienne Première ministre aussi, qui était à l'Éducation nationale, qui a déclaré qu'elle n'était pas une spécialiste de ces sujets, mais que c'est pas ce qu'on demande à un ministre. Vous êtes spécialiste de l'outre-mer. Je connais bien les Outre-mer, bien évidemment. Vous avez eu la Nouvelle-Calédonie en tant que Premier ministre à gérer. Avant même d'être ministre, comme député, évidemment, comme ministre de l'Intérieur et Premier ministre, je connais bien évidemment le dossier de la Nouvelle-Calédonie. J'y suis allé plusieurs fois. Mais au-delà de ces connaissances et de mon engagement, je compte surtout sur les ultramarins, évidemment sur leurs représentants, sur leurs élus. Vous savez, il y a une forme de séparation, une distance qui s'est opérée entre ces territoires, qui représentent plus de 2 millions de nos compatriotes, 1 million par ailleurs aussi en plus qui vivent dans l'Hexagone, sur 5 continents, sur 3 océans. C'est une force, mais nous devons leur donner tous les moyens pour que ces territoires s'épanouissent dans leur environnement régional. Et on doit lutter contre toutes ces inégalités sociales, économiques, avec en plus une histoire qui est parfois lourde de conséquences, une mémoire qui est blessée. Donc pour moi, c'est un dossier prioritaire. Je regardais les images, quand même, avec un peu de sourire, parce qu'au fond, voilà, c'est un parcours politique, il est vite résumé. Mais moi, je considère, je vous le dis très honnêtement, que c'est une chance pour moi de revenir au gouvernement, mais cette chance, elle est liée au fait que j'assume une mission qui est celle pour les ultramarins, pour les Outre-mer. Je ne sais pas si j'aurais accepté une autre responsabilité, mais celle-ci, elle est passionnante et elle m'oblige. C'est pour ça que, je le répète, je vais me concentrer
essentiellement, sans oublier évidemment mon rôle de ministre, bien sûr, essentiellement comme vous le dites, vers ces sujets. Vous êtes ministre de François Bayrou, qui a annoncé donc qu'il allait sortir le 49.3 pour faire voter le budget dès demain. Le 49.3 que vous avez utilisé, vous aussi, en tant que Premier ministre. Quand on utilise le 49.3, sincèrement, ça veut dire quoi? C'est une preuve de faiblesse, ça veut dire qu'on n'a pas de majorité, preuve de faiblesse. Là, il n'y a pas de majorité, ça je vous l'accorde. C'est une preuve de faiblesse, donc le 49.3. Personne n'a la majorité. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Je vous demande votre avis, vous avez été... Il faut un budget, Francis Letellier. Il faut un budget à la France. Et moi, il me faut un budget pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie. Je vais engager des discussions avec les représentants de la Nouvelle-Calédonie. Le coût, là, évalué pour la Nouvelle-Calédonie des émeutes, des destructions du mois de mai dernier, c'est plus de 2 milliards. L'État est déjà au rendez-vous. Mais il faut aussi un avenir politique. Nous venons de parler de Mayotte. Je dois lutter contre la vie chère et les inégalités sociales en Outre-mer. Donc, il faut un budget. Donc, le Premier ministre a raison de dire qu'il faut aller vite et que la France a besoin d'un budget. Le 49.3, c'est pas un tabou. D'abord, c'est pas un tabou, c'est un article constitutionnel. Et moi, je pense que c'est plutôt du courage. Mais à une condition. Et il le dit d'ailleurs aussi dans l'entretien ce matin dans la tribune dimanche. C'est que les partis s'opposent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. C'est assez logique sur le budget. Mais ils ont une autre possibilité, celle de ne pas voter une motion de censure au nom de l'intérêt général, de la stabilité, de l'attente qu'ont les Français. Clairement, Manuel Valls, c'est ce que vous demandez à vos anciens amis du Parti socialiste. Mais c'est à eux de décider. Oui, mais en toute responsabilité. C'est ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Non, c'est à eux de décider. Moi, je respecte les décisions. Je salue d'ailleurs, pour les avoir souvent critiquées dans le passé, depuis que j'ai quitté le Parti socialiste en 2017. Mais je pense qu'ils font preuve de courage là, parce qu'aujourd'hui, le courage, c'est pas le bruit et la fureur, c'est pas l'affrontement. La facilité, c'est de voter toujours contre, c'est de voter des motions de censure, c'est de créer les conditions du chaos. Aujourd'hui, le courage, c'est le compromis. Et moi, je salue et l'action du Premier ministre parce qu'il cherche le compromis. C'est plutôt nouveau, c'est plutôt moderne. C'est pas très à la mode dans le monde aujourd'hui. Et si les socialistes s'engagent dans cette idée, d'ailleurs, ils ont obtenu des choses sur la discussion qu'on ouvre sur les retraites, sur les 4000 postes d'enseignants qu'on ne supprime pas. La liste est longue. Bon, donc mais à eux de décider, c'est de leur responsabilité. Vous êtes ancien Premier ministre. Il y a un autre ancien Premier ministre, Lionel Jospin, qui dit aux socialistes ne votez pas la censure. Vous pouvez le rejoindre là-dessus. Il dit la même chose que je viens de répéter et je salue la responsabilité d'un homme d'État comme Lionel Jospin. C'est l'expérience qui nous fait parler. D'ailleurs, je note que dans l'interview qu'il a donnée sur ce sujet-là, il rappelle ce que je viens de dire, la nécessité de pouvoir aider la Calédonie, Mayotte, de répondre à l'angoisse de nos agriculteurs, à l'attente de nos fonctionnaires. Juste un petit mot, Manuel Valls, si les socialistes ne votaient pas la censure, donc ils laisseraient passer le budget, bien évidemment, ça serait une révolution politique, culturelle ? Ça, c'est à vous de faire les mais non, mais commentaires. parce que vous n'avez pas terminé la phrase tout à l'heure. Si les socialistes ne votaient pas la censure, vous disiez, ce serait quoi ? Non, mais ça serait une preuve que cette formation politique, d'abord, est profondément patriote, croit en l'intérêt général, et qu'elle reste une formation de gouvernement. Il y a beaucoup d'anciens socialistes, d'hommes et de femmes de gauche dans le gouvernement François Bayrou. Donc moi, comme républicain de gauche, je m'en réjouis, mais c'est à eux de prendre cette responsabilité. Mais encore une fois, le moment est plus que jamais à la responsabilité, au dialogue, au compromis pour le pays. Et par ailleurs, contrairement à ce que j'entends, il reste 2 ans avant la fin du quinquennat. Donc il y a beaucoup à faire. Le pays ne peut pas s'arrêter. Il faut des réformes, il faut des actions, il faut répondre aux attentes de nos compatriotes dans bien des domaines. On va retrouver Laurence Perron pour sa carte blanche dans Dimanche en politique. Rebonjour Laurence. Rebonjour Francis. Vous avez bonjour Manuel Valls. Donc Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste. Socialiste. Vous avez retrouvé vos anciens amis, vous qui avez passé beaucoup de temps au PS, qui pour la plupart étaient frondeurs d'ailleurs, au moment où vous étiez Premier ministre. Vous leur donnez le point, ils sont raisonnables s'ils ne votent pas la censure. C'est à eux de faire ce choix. Moi, je ne peux pas les qualifier. Mais oui, je pense que l'idée de la responsabilité dans ce moment particulier, écoutez quand même, dans un monde marqué par le retour de Donald Trump, avec des choix notamment sur la politique commerciale. Mais on rappelle qu'ils ne sont pas d'accord du tout avec ce budget. Donc vous leur dites, vous pouvez voter contre le budget, mais pas la censure. Ils ont obtenu, il y a eu des compromis actés avec les socialistes, mais aussi avec d'autres groupes de l'Assemblée nationale.
qu'ils n'approuvent pas le budget, c'est assez logique. C'est ce que d'ailleurs leur dit Lionel Jospin, qui était cité. Mais par exemple, il y a des points qui posent vraiment problème. L'AME qui a été baissée, pour eux, c'est aussi une trahison, pour certains, une trahison morale, une tâche morale. Mais l'AME est toujours là. Il y a eu un rapport qui avait été demandé à l'époque par Elisabeth Borne. Il peut y avoir des évolutions sur le coût, sur le panier de soins, mais ça, ce sont donc ils ont été raisonnables. Mais n'évoquons pas des mots comme trahison. Ils sont responsables. Ça, c'est raisonnable, c'est un mot à connotation est-ce que vous pensez que éducative. Ils sont responsables. Pour un parti qui a gouverné, qui a vocation à gouverner, c'est normal, c'est logique. Et dans ses rangs, il y a François Hollande. Alors voilà. Vous faites les questions et les réponses. François Hollande, est-ce que François Hollande, ancien président de la République, leur permet de revenir un peu à la raison après l'épisode Nouveau Front Populaire? Non, je pense que Olivier Faure ou Boris Vallaud n'ont pas besoin de François Hollande pour être responsables. C'est un choix qu'ils font. Moi, je pense qu'ils sont courageux face aux pressions qui peuvent exister, notamment du côté de la France insoumise. Et puis parfois, parce que l'opinion attend que ceux qui sont dans l'opposition votent toujours contre. Non, là, s'ils font à la fois le choix du compromis et du dialogue, c'est ce qu'a souhaité le Premier ministre, et d'autre part, ils ne censurent pas, ça veut dire qu'ils privilégient la stabilité dont le pays a besoin, l'intérêt général. Vous disiez vous-même qu'il faut beaucoup de ruse en politique. Oui, je le disais il y a quelques années, oui. Et pour les socialistes, vous aviez dit, vous, qu'il ne fallait pas qu'ils s'allient avec LFI, vous aviez parlé même de gauche irréconciliable. On se rend compte qu'ils ont gagné aussi leur poste de député parce qu'ils ont fait alliance avec LFI. Bien sûr, moi je pense que... Vous aviez tort donc sur les gauches irréconciliables. Je ne crois pas, sur le fond. C'est pas sur les alliances électorales, ça c'est autre chose. Sur le fond, est-ce que sur l'idée qu'on se fait des problèmes de sécurité, est-ce que les socialistes pensent que la police tue? Ce n'est pas le cas. Est-ce que sur la lutte contre l'antisémitisme et la haine des Juifs et d'Israël, ils sont sur la même ligne que les filles? Non. Bon, donc oui, je pense qu'il y a un abîme. Est-ce qu'il faut une chose sur les questions électorales, mais regardez ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges. Il ne faut pas en parler pour des raisons. Voilà. Malheureux. Oui. Alors, Jean-Luc Mélenchon sera, à l'évidence, candidat à l'élection présidentielle en 2027. Il espère se retrouver face à Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'un second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, est possible aujourd'hui? Je ne suis pas revenu au gouvernement pour me laisser entraîner, pardon de le dire, dans le débat politique. Aujourd'hui, j'ai une mission. Il faut que, bon sang, vous le compreniez les uns et les autres. La situation des Outre-mer et ce que j'ai encore vu pendant 2 jours à Mayotte et le dossier calédonien et la volonté que j'ai très ferme de m'attaquer à la vie chère et à des grands groupes qui qui monopolisent l'économie, qui l'étouffent à la Martinique ou à la Guadeloupe, m'oblige. C'est ainsi. C'est ainsi. Je me concentre. Oui, une stature qui est différente des autres. Et puis Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, vous le disiez aussi, brutalise le débat, ça ce sont les mots des macronistes. Donc il est présent tout le temps. Et cette question de 2027, elle est dans la tête de tout le monde, de Édouard Philippe à Gabriel Attal, en passant par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'on vous pose la question. À Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe ou à la Martinique, en Guyane ou à La Réunion, en Polynésie, au Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-Miquelon, je vais faire le tour de ces 12 Donc vous êtes sur vos dossiers, vous ne faites pas de politique. Pour le moment, je ne dis pas que je ne fais pas de politique, mais moi aussi j'ai appris. Voyez-vous, j'ai également changé le petit portrait que vous avez montré tout à l'heure. Et moi, je veux me concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, cette mission, sur mes valeurs, sur mes convictions et sur ce qui va se passer en 2027, nous aurons le temps d'en parler. Merci Laurence. Un dernier mot sur les avantages liés aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres. Parce que il se trouve que ces avantages, sécurité, officier de sécurité, voiture, secrétariat, ça dépend des statuts, mais ils ont été réintégrés dans le budget qui pourrait être voté par 49.3. Est-ce que c'est utile ? Oui, écoutez, je sais bien que, y compris ceux qui nous entendent, ceux qui nous regardent, peuvent être marqués par des sentiments vis-à-vis de ces avantages. Je ne parlerai pas des 2 anciens présidents de la République. Pour ce qui concerne les anciens premiers ministres, qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage? Une collaboratrice et les moyens de sécurité. Voilà, et une dernière question. Dans le budget aussi, il y a l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion. Est-ce que ça s'appliquera pour les Outre-mer? Oui, elle s'applique évidemment pour les Outre-mer, mais il y a des mécanismes de compensation dans la finance, raison de plus pour qu'elle passe au nom de la continuité territoriale. Donc la surtaxe de 7 €, ce ne sera pas forcément 7 € pour l'Outre-mer. Elle est compensée. Mais il y aura une surtaxe pour l'Outre-mer cependant. Il y a une surtaxe sur l'ensemble des billets d'avion et des compagnies, bien évidemment, que je défends parce qu'il faut défendre ces compagnies et cette continuité territoriale entre l'Hexagone et ses territoires et entre les îles elles-mêmes.
Merci Manuel Valls d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, réalisation Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, vous allez retrouver l'actualité de votre région à la mi-journée, ici 12-13, chacun dans votre région. Bonne semaine, bon dimanche, merci et à dimanche prochain.